Valérie. Bonjour Marie. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous. Alors je suis vraiment contente de pouvoir faire cette vidéo aujourd'hui avec toi. Et ça fait un petit bout de temps qu'on avait programmé de la faire. Et puis bon, confinement, tout ça, nous on avait envie de se voir pour partager en direct. Et donc on va parler de l'Ayurveda. Et je vais te demander un petit peu de te présenter parce que tu es un petit peu une spécialiste de l'Ayurveda. Et puis j'aimerais qu'on l'aborde un petit peu différemment parce que cet Ayurveda, comme tu vas nous l'expliquer, c'est une science qui vient de loin. Et ma question, ça va être, mais comment est-ce qu'on peut adapter cet Ayurveda et est-ce que ça peut s'adapter en fait dans notre culture occidentale? Donc première question déjà, qui tu es Qui je suis, Marie? Eh bien, qu'est-ce qui m'a amenée déjà à l'Ayurveda? Eh bien, l'Ayurveda, en fait, je suis tombée dedans, je dirais, il y a une trentaine d'années, lorsque j'ai rencontré le docteur Deepak Chopra, donc endocrinologue indien maintenant très renommé, qui a écrit de nombreux ouvrages, et qui a en fait, j'ai eu la chance de suivre ce séminaire en fait en Suisse avec lui. Et c'est la première fois que j'entendais parler de l'Ayurveda, c'était dans les années 80. Et pour moi, ça a été vraiment comme une découverte, enfin, c'était d'une logique. Et je me suis dit, oui, en fait, c'est le sens de la vie, c'est la nature même, et que nous sommes en fait un petit microcosme et que nous faisons partie intégrante de Mère Nature, de ce grand macrocosme, et que en fait nous retrouvons les mêmes éléments à l'intérieur de notre corps que ce qu'on voit autour de nous. Et ça m'a extrêmement parlé, cette science, et à partir de là, ça a été tout un cheminement pour apprendre, découvrir l'Ayurveda. Donc j'ai suivi un certain nombre de formations chez Atreya d'abord dans le sud de la France, après j'ai vagabondé en Inde, j'ai rencontré différents docteurs, j'ai continué mes formations sur l'histoire d'abord et après sur l'alimentation et puis après sur les soins du corps, et aujourd'hui j'anime des ateliers de cuisine, je reçois des personnes en consultation et voilà, je partage aussi un stage que nous allons animer ensemble, Marie. Oui, on vous en dira plus à la fin. Voilà. Alors, tu me demandais en fait l'Ayurveda. Qu'est-ce que c'est? L'Ayurveda, qu'est-ce que c'est? L'Ayurveda, en fait, c'est déjà deux mots sanscrits. Ayur et Veda. Veda qui est la connaissance ou la science, et Ayur qui veut dire vie en sanskrit. La science ou la connaissance de la vie. Si c'est pas géant, en fait, ça, c'est tellement énorme, ça veut tellement dire de choses. Qu'est-ce que c'est la science, la connaissance de la vie? Eh bien, en fait, c'est vrai qu'à ce titre, c'est extrêmement, je dirais, complet et complexe, et en même temps extrêmement simple. C'est-à-dire que l'Ayurveda, eh bien, c'est comment maintenir son propre équilibre, sa propre nature avec laquelle nous sommes venus au monde et avec lequel nous traversons les âges de la vie. Et comment maintenir cette nature en équilibre. Voilà. Nous, on aime bien voir les personnes en fait en équilibre et en bonne santé parce qu'on cherche à continuer à maintenir cet équilibre et cette bonne santé. Donc en fait, l'Ayurveda, c'est envisager l'être humain dans son environnement proche, mais aussi social, culturel, mais aussi à l'échelle de la planète et à l'échelle même du cosmos en fait. C'est vraiment une vision très, très holistique. Tout à fait, c'est une vision globale et c'est maintenir l'être dans son ensemble, effectivement. Donc dans son ensemble de vie, et aussi dans un ensemble de nature, c'est-à-dire connaître sa nature profonde, afin de maintenir cet équilibre-là, qui est toutefois un équilibre fragile, et on peut très vite basculer dans un déséquilibre, soit dû à une mauvaise alimentation, mais aussi à
je dirais, à des troubles émotionnels hein, qui peuvent aussi venir fracasser un petit peu cet équilibre du corps, de l'âme et de l'esprit. Oui. Hein. Tout ça, c'est ce que représente l'Ayurveda. Moi, j'aime bien, parce que j'ai trouvé effectivement une approche qui est extrêmement complémentaire à la mienne. C'est aussi pour ça qu'on va co-animer des choses ensemble. Mais pour moi, l'Ayurveda, comme tout un tas d'approches holistiques qui permettent cela, c'est se reconnecter avec l'intelligence de la vie en soi. Exactement, exactement. C'est se reconnecter à l'intelligence de la vie. Alors, comment se reconnecter à l'intelligence de la vie? Vous allez me dire, mais en fait, Marie, comment on fait? Ça semble extrêmement difficile. Et non, en fait, c'est pas difficile. C'est aussi être à l'écoute de quels sont nos besoins, quelles sont nos envies, faire la différence aussi entre envie et besoin. Et aussi se connecter vraiment à notre corps, parce que notre corps en fait nous transmet plein de signaux, et quelquefois ces signaux on les ignore, on ne veut pas trop les écouter, s'y fier, et pourtant en fait lorsqu'il nous envoie un signal, c'est tellement logique. Ouais. C'est que le corps a besoin de ça justement pour son équilibre, pour maintenir son équilibre. Alors ça peut être au travers de l'alimentation, pareil, ou ça peut être au travers un état dans lequel on n'est pas bien, soit pour une dose de stress qu'on a endossée et donc on n'est pas à l'écoute de ça, et on va compenser par la nourriture, auquel cas on va engendrer encore plus de déséquilibre et de malaise, ce qui va provoquer d'autres problématiques derrière. Donc on essaye de faire prendre conscience aux personnes de qui ils sont dans toutes leurs dimensions, dans leur dimension physique, du corps physique, mais aussi dans leur dimension de leur corps subtil, ce qu'on va appeler corps subtil ou astral, avec nos différentes couches, notre couche d'énergie dans laquelle on va faire circuler les chakras, et nos nadis, on a tous les nadis des circuits énergétiques, mais aussi notre couche émotionnelle et notre couche intuitive, et enfin notre âme. On cherche toujours l'équilibre de ces trois corps. Voilà. Et l'Ayurveda, c'est on va appliquer l'Ayurveda déjà par qui on est. Qui on est, de quoi est-on composé. Donc vous avez certainement entendu parler, Marie, tu as entendu parler des doshas. Des doshas, donc des doshas qui sont en fait des compositions d'éléments. On travaille avec 5 éléments en Ayurveda: l'eau, le feu, l'air, la terre et l'éther. Et les doshas, ce sont des mariages d'éléments. Donc déjà, qui on est? Est-ce qu'on est plutôt constitué d'éléments d'air, air, éther, ou plutôt feu, ou plutôt eau, éther? Cela donc va donner notre tempérament. Oui, parce qu'en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chacun est différent. Chacun est différent. Et quelquefois, dans les relations aussi, certaines personnes ne se comprennent pas, disent « Oh, toi, tu es toujours comme ça » ou « Tu vas réagir toujours comme ça ». Et en fait, quand on explore en Ayurveda qui on est, ça permet de comprendre oui, que tout le monde est différent en fait, que chacun a son propre tempérament, et que si toi tu es comme ça, oui, tu vas peut-être réagir comme ça, et moi je vais réagir autrement. Mais que ça c'est normal, c'est aussi la richesse de ce qu'on trouve aussi dans la nature, c'est notre diversité. Et en comprenant notre propre nature, on comprend mieux celle des autres. Bien sûr. Et on est plus ouvert et on est plus tolérant aussi. Donc voilà, il y a le jeu de ces doshas et de ces éléments donc, qui animent notre corps. Donc l'idée, c'est de comprendre quelle est notre dominante en fait. Quelle est notre dominante? Une fois qu'on a compris quelle est notre dominante, eh bien, on va favoriser des aliments plutôt que d'autres, voilà. Sachant qu'au travers de l'alimentation, on va effectivement avoir des aliments qui vont accentuer, qui vont avoir des effets sur aussi nos émotions.
hein, c'est-à-dire c'est indissociable. Je l'ai expliqué donc au début, c'est-à-dire que nous sommes un tout. Hein, nous sommes non seulement un corps physique, mais aussi nous sommes un corps émotionnel. Donc les aliments aussi vont avoir une influence sur notre corps émotionnel. Hein. Et donc, pour équilibrer tout ça, eh bien, en fait, on va favoriser certains aliments au détriment d'autres en fonction des constitutions de chacun. Parce qu'en fait, ce qu'il s'agit de comprendre, c'est qu'on a tous donc un tempérament de base et que ce tempérament de base peut être en déséquilibre et si on a beaucoup de feu et de terre mais qu'il nous manque de l'air et de l'eau, bien ça va pouvoir se rééquilibrer en fait. Et ça aussi bien avec l'alimentation, une approche alimentaire, mais une approche aussi psycho-émotionnelle, une approche corporelle, etc. Tout à fait, ça peut s'équilibrer aussi par une hygiène de vie, c'est-à-dire qu'on peut... Je prends par exemple un exemple pour que ça soit plus concret pour nos auditeurs. Par exemple, quelqu'un qui va avoir beaucoup d'air et d'éther. Donc, quelqu'un qui va avoir une nature plutôt vata, donc avec plutôt un tempérament assez vif, assez rapide, parce que l'air et l'éther, par définition, c'est extrêmement léger et subtil. Donc la personne, elle va se mouvoir rapidement, ses idées vont fuser très très rapidement, en même temps, elle va zapper très rapidement dans ses activités. Si cette personne a comme activité professionnelle, par exemple, est steward ou hôtesse de l'air, donc du coup, son vata va être encore plus accentué par son activité professionnelle et risque de créer un déséquilibre psychologique parce que du coup, elle va être toujours en fait en activité et en mobilité. Donc elle n'a pas les pieds sur terre. Donc elle a complètement la tête dans les nuages, hein, c'est bon, pour le coup c'est le cas de le dire. Et du coup, elle va avoir besoin, cette personne, pour rééquilibrer son vata, de s'ancrer et de développer effectivement les éléments terre et eau qui peuvent justement lui faire du bien, l'apaiser. Hein. Mais en même temps, ça ne sera pas sa nature. Donc l'idée, c'est pas non plus de lutter contre sa nature. Parce que sa nature, on ne cherche pas à la changer. On ne cherche pas à changer sa propre nature. Sa nature, c'est celle avec laquelle on a été construite. Et c'est notre nature d'équilibre. Après, c'est trouver des éléments, je dirais, qu'on va amener dans notre vie. Ça peut être par le biais de la nourriture. Quelquefois, c'est aussi, ça peut être insuffisant, la nourriture. C'est-à-dire que si on ne met pas en place une hygiène de vie à côté, on va peut-être pas voir la différence. Donc là, dans le cas présent de l'hôtesse de l'air, ça serait peut-être de ralentir le rythme de ces vols, par exemple, transatlantiques. Juste pour rebondir sur ce que tu viens de dire, c'est que très souvent les premiers signes qui vont nous alerter sur un déséquilibre à l'intérieur de nous, c'est nos émotions. À un moment donné, on va se sentir en déséquilibre émotionnel, stressé, peut-être avec des colères, avec... je dirais que les gens parfois qui sont dans trop d'air, ils vont être toujours en mouvement, ils vont potentiellement parler vite, etc., etc. Donc c'est souvent nos émotions qui vont nous alerter sur ces dysfonctionnements. Puis après il y a notre corps, hein, où à un moment donné on va développer des maladies, on va développer des symptômes, des pathologies, enfin des... Tout à fait. Parce qu'effectivement, c'est juste ce que tu dis, Marie. Puis en même temps, la personne qui n'est pas très alerte à ça va dire « Oui, mais moi, je fonctionne toujours comme ça. Donc, c'est mon habitude, je suis comme ça. » Elle est déterminée que c'est sa nature et elle ne peut pas la changer. Quelque part, elle n'a pas tort, parce que c'est sa nature, effectivement, elle ne va pas la changer. Mais en même temps, elle peut tendre vers une amélioration afin de se sentir mieux. Et pas être en état de stress. Et donc justement être à l'écoute de ces petits signaux qui vont faire que effectivement je me sens mal, et après c'est le corps qui va parler.
Donc, et des déséquilibres qui vont s'installer donc au niveau physique. Et là, ça veut dire qu'on rentre aussi dans des phases de déséquilibre, qui veut dire aussi les 5 phases de maladie. Alors moi, ce que j'aime bien dire, c'est que finalement, quand on se connaît, finalement, on se comprend, on peut plus facilement assumer qui on est vis-à-vis des autres, de notre environnement. Et donc du coup, c'est comme s'il y avait quelque chose qui se posait, comme une sécurité intérieure, comme c'est-à-dire que plutôt que, comment dire, parfois de se braquer parce qu'on va se sentir différent et on va vouloir imposer notre personnalité, d'un seul coup, quand on se connaît, oui, c'est normal, voilà, ma nature, c'est comme ça. Donc du coup, je l'assume, je me pose, je suis en paix avec ça. Et ça peut aussi permettre, bien entendu, de sentir, de mieux sentir quand il y a des déséquilibres. Exactement. Et puis c'est tellement mieux quand nous avons des relations paisibles, des relations paisibles, sereines, et on peut avoir des avis divergents. Mais c'est tellement plus agréable quand on peut échanger avec les autres et comprendre. Et aussi, c'est une richesse aussi intérieure pour soi, pour l'autre, avec cette ouverture d'esprit. Tout à fait. Alors, moi, j'ai pas encore travaillé au niveau de mes dominantes, mais je sais que j'ai beaucoup de feu, je le sens, voilà. En même temps, je sais que j'ai aussi de la terre. Enfin bon, je me sens un petit peu à l'aise avec tous les éléments quelque part. Mais par exemple, quelqu'un qui a trop de feu. Alors quelqu'un qui a trop de feu, ça va se manifester bien souvent par déjà au niveau de l'alimentation, par un agni, ce qu'on appelle un agni en Ayurveda, c'est le feu digestif. Le feu, en fait, ça brûle. Donc quelqu'un qui va avoir beaucoup de feu, ça va être quelqu'un qui va digérer très très rapidement. En fait, brûler, on dit brûler tous les aliments. Donc ça peut être quelqu'un qui va toujours avoir faim. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'est jamais assouvi. Ni de faim, ni de soif. Ça peut être une soif excessive, mais ça peut être aussi une faim excessive. C'est-à-dire même après un repas plantureux très copieux, et bien voilà, 1 heure après, la personne va encore avoir besoin de manger. Il y a des cycles aussi dans la journée. Ce qui est intéressant aussi en Ayurveda de savoir, et au travers les saisons, c'est qu'on a des cycles d'influence de Vata, de Pitta et de Kapha, selon les heures de la journée. Donc effectivement, la personne qui a, par définition, qui est plutôt Pitta, donc animée plutôt par le feu, va avoir des cycles aussi dans sa journée, où plus on va se rapprocher, par exemple si c'est quelqu'un qui se couche tard, plus on va se rapprocher de minuit, plus elle va avoir envie d'aller dans les placards ou dans le frigo pour aller manger des petits trucs sucrés ou des petits trucs croquants sous la dent, voilà, parce que ça va plaire au Pitta. Et puis le Pitta, c'est quelqu'un qui a des tempéraments chauds bouillants, comme le feu, donc qui risque de vite monter dans les tours, voilà, un peu comme le feu. Donc c'est vrai que ce sont des tempéraments qui ont plutôt je dirais, besoin de calme autour d'eux, et qui sont très à l'aise d'ailleurs, ça leur fait du bien, ça les apaise, avec des tempéraments un peu kapha, où là les éléments, l'eau et la terre, sont plutôt des éléments stables, et du coup ça apaise les tempéraments feu, et aussi on calme le feu en allant tout simplement dans l'eau, en allant nager par exemple. Ça apaise vraiment beaucoup les tempéraments Pitta. Voilà comment on peut diminuer un peu le feu quand il est trop présent. Donc après, dans l'alimentation, puisqu'on va principalement parler d'alimentation aussi avec toi, eh bien il y a des aliments qui vont calmer le feu, d'autres qui vont équilibrer l'eau, enfin chaque aliment a aussi une dominante. Tout à fait. Et puis là, l'Ayurveda donc va proposer une approche alimentaire à partir d'épices, à travers... Oui. Alors effectivement, on a une assiette, je dirais qu'on a une assiette idéale en Ayurveda. C'est une assiette composée essentiellement de légumes.
et de céréales, et tout ça composé évidemment avec des épices. Oui, l'Ayurveda c'est quand même la science qui est née en Inde, donc c'est quand même le pays, le berceau des épices. Donc effectivement ces épices, les épices quand même que maintenant que tout le monde connaît plus ou moins, le gingembre, le cumin, la coriandre, font partie des plats, le curcuma, des plats couramment utilisés. Après, ce qui est intéressant, c'est aussi, pour moi en tout cas, la philosophie ayurvédique, c'est aujourd'hui de pouvoir la transposer en Occident. Oui, donc on en revient de la transposer ici en France. Moi c'est comme ça que je le vois et c'est comme ça que j'ai envie de le transmettre également. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons une richesse sur notre terre et qui a poussé avec les éléments et avec notre énergie des plantes médicinales magnifiques qui sont d'une richesse et qui ont aussi beaucoup de vertus au niveau du corps. Et puis surtout, c'est que pour moi, puis ce qui est quand même énoncé clairement dans toutes les approches alimentaires holistiques, c'est que pour une bonne santé du corps, de l'âme et de l'esprit, il s'agit de fonctionner avec son environnement local, c'est-à-dire s'ancrer, utiliser les plantes locales, les fruits locaux, tout à voilà. Fait. Et oui, parce qu'en fait, quand on va ramasser en fait une plante que tu vas ramasser la courgette de ton jardin et que tu la coupes directement dans ton assiette, elle est riche de prana, cette courgette. Elle est, et effectivement, non seulement la courgette va avoir un goût délicieux, mais elle va remplir ton corps, c'est-à-dire que tu n'avais même pas à avoir besoin de te composer une très grosse assiette, puisqu'elle est tellement riche en énergie pranique que en fait c'est ça qui va nourrir le corps. On sait très bien qu'aujourd'hui on peut aussi nourrir son corps sans avoir une alimentation énorme. Oui, puisque en fait, plus on va vers la consommation de légumes riches en nutriments, en vitamines, en énergie vibratoire, etc. Mais en fait, l'idée aussi, c'est que pour pouvoir s'adapter à son environnement, l'environnement dans lequel on vit, plus on va consommer des légumes qui poussent dans cet environnement, plus ça va nous permettre de nous ancrer, en fait, parce qu'ils nous donnent... Ces aliments nous apportent en fait exactement l'énergie, les vibrations, les nutriments dont nous avons besoin pour vivre dans cet environnement. C'est la raison pour laquelle, et là finalement ma rencontre avec toi, elle me réconcilie avec l'Ayurveda, c'est que jusqu'à présent, en fait, je me disais non, l'Ayurveda, c'est pour les Indiens, c'est bon pour les Indiens. Moi, j'ai besoin d'apprendre à me soigner et à me nourrir et à prendre soin de moi avec ce que je trouve ici localement. Et donc, quand tu m'as dit qu'en fait, on pouvait tout à fait utiliser les plantes, les aromates, les épices locales, même au contraire. Bon, après, comme tu me dis, le gingembre, le curcuma, il y a des épices qui sont fondamentales quand même dans cette approche ayurvédique qu'on ne va pas trouver localement, mais quand même, on peut avoir... Exactement. On peut l'enrichir et l'adapter. C'est aussi ça, cette science ayurvédique qui est intelligente. Parce qu'en fait, on va effectivement... l'adapter localement et on rejoint un petit peu la naturopathie. C'est pour moi la naturopathie ayurvédique parce qu'on restera sur l'équilibre du corps, âme, esprit. Ça c'est indissociable, mais effectivement on peut se servir, aujourd'hui on a des plantes. Moi, je pense notamment à l'ortie, qui est très guérisseuse, le pissenlit, la menthe, l'ail, qui est une plante aussi très guérisseuse en Occident. Donc tout ça, ça peut être intégré pleinement dans l'équilibre alimentaire de l'assiette ayurvédique.
et apporter eh bien, l'équilibre à la personne et retrouver les saveurs, parce qu'en fait en Ayurveda nous avons 6 saveurs: la saveur douce, la saveur acide, la saveur salée, la saveur piquante, la saveur amère et la saveur astringente. Mais toutes ces saveurs, on peut très bien les trouver au travers des l'artichaut, le pissenlit, voilà, qui sont des plantes qui sortent de notre sol. Oui, puis donc en pas plus besoin de traverser la terre entière pour aller chercher de l'autre côté. Oui. Non seulement qui sortent de notre sol, mais qui poussent aussi dans notre jardin. Parce que tout à l'heure, tu me parlais donc de l'ortie, il y a le plantain qu'on trouve même, le pissenlit, enfin il y a plein de ce qu'on appelle les mauvaises herbes dans notre jardin et en fait qu'on peut utiliser et qui sont très riches de plein de choses en fait. Ah oui, complètement, et qui sont vraiment un cadeau. C'est vraiment le cadeau de Mère Nature. C'est là à portée de main. Donc il y a juste effectivement à les cueillir, à les cuisiner, à les honorer. Et puis aussi, ce que je voulais dire aussi, Marie, ce qui est important, c'est quand on cuisine, et en Ayurveda aussi, c'est qu'on cuisine aussi avec notre main. Et c'est vrai que ça c'est très cultivé, enfin c'est très entretenu en Inde. Les personnes qui font la cuisine sont toujours des personnes très très pures, parce qu'en fait on va lorsqu'on prépare la cuisine, eh bien on va transmettre aussi toute notre part dans lequel on est au niveau émotionnel dans ce que nous allons préparer. D'où l'importance aussi de prendre soin de son corps émotionnel et de son corps subtil. Parce que, eh bien, en fait, la main, c'est la projection de notre cœur, c'est la continuation de notre cœur. Et au bout de nos doigts, c'est la composition aussi des 5 éléments. Et donc, nous allons transmettre dans la nourriture tout ce que nous préparons. Et selon l'état dans lequel on est, si on est très en colère et que nous sommes en train de préparer un super bon taboulé avec les plantes du jardin, ça peut être des plantes qui ont poussé magnifiquement et on a choisi des graines de millet, ça va faire un taboulé magnifique, mais on a mis trop de poivre. Mais on a mis trop de poivre, trop de colère et ce taboulé, il va être chargé en émotions négatives. D'où l'importance vraiment d'être dans un état serein, paisible, d'amour intérieur. Et ça, je parlerai des gunas au moment du stage, évidemment. C'est quelque chose que je développerai également. Les gunas, c'est-à-dire au même titre que les doshas, ce sont la définition des éléments physiques. Les gunas, ce sont la définition des éléments psychologiques dans lesquels on va être. Donc les gunas, ils sont au nombre de 3, comme les doshas, sattva, rajas et tamas. Et quand on est, on peut être animé de beaucoup de tamas ou beaucoup de rajas. Et dans ce cas, effectivement, ça va se transmettre dans la nourriture, dans ce qu'on va manger. Voilà. Donc tout ça, c'est complet, effectivement, et c'est hyper intéressant. Et donc, on peut l'appliquer dans son quotidien assez facilement. C'est très abordable. Donc l'idée, et là on va du coup parler du stage qu'on va co-animer donc du 8 au 12 septembre. C'est ça. Donc il y a encore le temps de s'inscrire si vous êtes intéressé. L'idée, c'est pour ta partie, donc ça sera d'apprendre d'abord à se connaître. Donc chacun pourra effectivement découvrir quelles sont ses dominantes. Donc d'apprendre à se connaître pour pouvoir adapter son alimentation pour rester en équilibre dans sa vie. Et donc on va de ce fait aborder tout l'aspect un peu théorique de l'Ayurveda, mais aussi on va apprendre, c'est un petit peu des ateliers de cuisine que tu vas proposer, où on va apprendre très concrètement comment on peut préparer des repas équilibrés. Et puis moi pour ma partie, puisque je suis spécialisée dans la santé émotionnelle, je vais vous permettre d'aborder toute la dimension émotionnelle, c'est-à-dire
comment identifier ce qui se passe émotionnellement dans mon corps, qu'est-ce que je ressens, quelles sont les différentes parts de moi que j'ai besoin d'accueillir et comment accueillir les émotions, comment les intégrer afin de libérer nos dons, nos talents et toutes les qualités de notre être, ce que j'appelle les qualités de la présence à soi, qui va nous permettre de plus en plus d'être à l'écoute de qui nous sommes et de garder cet équilibre, cette harmonie et cette paix dans notre vie. Voilà, qui est indissociable de l'aspect, effectivement, et qui est complètement en lien avec l'aspect nourriture. Hein. Tout à fait. Et je compléterai aussi par un côté un petit peu ludique au travers la cuisine, de la préparation des repas, parce que au-delà de savourer les aliments avec notre goût, notre bouche, hein, nous avons aussi d'autres sens. Et dans la cuisine, c'est extrêmement important d'honorer tous nos sens. Donc que ça soit joli, que ça sente bon, d'entendre et d'écouter des paroles agréables lorsqu'on prépare à manger, parce que tout ça, ça va avoir un impact finalement sur le résultat. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire par rapport à honorer tous nos sens, je crois que pour moi c'est vraiment honorer la vie en fait et permettre à la vie de circuler en nous, et cette vie elle circule à travers tous nos sens. Donc ce que tu dis avec la nourriture, c'est vrai pour tout en fait, et l'idée c'est vraiment effectivement d'ouvrir nos sens. Hein. Moi je dis que dès lors qu'on vit dans l'ouverture du cœur, le cœur, c'est une sorte d'interrupteur qui va ouvrir tous ses sens. Hein. Et quand tous nos sens sont ouverts, je dirais qu'on absorbe un autre type de nourriture, une nourriture énergétique, vibratoire, et qui va nourrir tous nos corps. Nos corps. Et donc du coup, plus on va fonctionner avec notre cœur ouvert, plus d'une part, ça va permettre de laisser circuler nos émotions, et puis de pouvoir installer une harmonie, une paix dans notre vie. C'est ça. Et d'accueillir ce qui vient. Ce qui vient. Et donc du coup, d'accueillir ce qui vient. De vivre dans l'instant présent et puis de se connecter profondément à notre nature profonde, de libérer tous nos dons, nos talents, nos qualités, enfin d'accéder à la meilleure version de nous-mêmes, quoi, en fait. Exactement. Et puis de voir, parce que la vie est toujours bien faite, et de voir ce que la plupart ne voient pas, c'est-à-dire qu'ils se présentent toujours à nous les bonnes choses au bon moment, et quand on a l'ouverture de cœur comme ça, on voit et on accueille et on remercie, parce que c'est toujours un cadeau, parce que ça tombe toujours au moment où ça doit être là. Ah ouais. Mais bon, pour voir, il faut ouvrir les yeux. Pour sentir, il faut ouvrir nos capteurs de sentir. Hein. Ça passe par le nez. J'aime bien l'expression d'ailleurs. Hein. Avoir du nez, c'est être en capacité de sentir les odeurs, mais c'est aussi l'intuition. Hein. Voilà. Hein. Donc ouvrir ses oreilles, donc tous les sens, honorer ses sens. Du coup, ça permet à notre intuition de pouvoir s'exprimer par tous nos sens et d'être à l'écoute de cette intuition à travers tous nos sens qui sont pour moi nos capteurs, hein, nos petites antennes. Tout à fait. Et puis voir justement cette assiette complète, parce que quelquefois effectivement les saveurs sont assez subtiles à déceler, la saveur amère, mais en ouvrant le capteur, on peut ressentir les différentes saveurs d'une composition d'une assiette équilibrée. En tout cas, l'assiette ayurvédique est tout à fait abordable en Occident avec les aliments locaux, et ça c'est une vraie... je pense que pour moi c'est la plus grande philosophie ayurvédique de notre temps, c'est-à-dire cesser de laisser aux Indiens ce qui appartient aux Indiens, ce qui est là-bas, et nous pouvoir développer avec du local. Et donc une sagesse locale, retrouver notre sagesse locale. La sagesse ne se trouve pas qu'en Inde, elle est aussi à l'intérieur de nous. L'intégrer ici, absolument, avec nous et ici.
Bah, écoute, merci beaucoup Valérie. Merci Marie. Voilà. Merci. Et puis si vous êtes intéressé pour en savoir plus sur le stage, je vous invite à cliquer sur le lien qui se trouve sous la vidéo et vous accéderez à la page du site où vous aurez toutes les indications. Voilà, bien, au plaisir de vous rencontrer si vous faites le choix de venir passer un petit bout de temps avec nous. Je vous dis au revoir, à bientôt. Merci à toi Marie et peut-être au plaisir de partager avec vous. À bientôt.